Joël Dicker, bonjour. Bonjour. Les éditions de Fallois publient au format de poche votre premier livre qui a pour titre Les derniers jours de nos pères. Alors voilà le format de poche, voilà l'édition originale qui avait vu le jour il y a de cela 2 ans et demi. deux Non, ans et 3 ans demi. maintenant, c'était en janvier 2012. Ouais, c'était près de 3 ans. Alors, vous avez obtenu le prix Goncourt des lycéens pour la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et cette fois-ci, donc, voici votre premier livre. Alors, ce livre raconte un chapitre vraiment fascinant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un chapitre méconnu, Oui. puisqu'il nous emmène dans une sorte d'organisation secrète, hein, qui avait été menée par Churchill, qui est le SOE. On va en Absolument. reparler dans un instant. Et c'est des hommes qui ont véritablement aidé au débarquement de Normandie, qui en ont fait le succès presque, on pourrait dire. Oui, ça et d'autres épisodes très importants de la guerre. Ce qui se passe, c'est qu'il faut remonter à 1940. La défaite des Anglais à Dunkerque, qui voit leur marine couler. Churchill est conscient qu'il n'a plus les moyens, pendant plusieurs années, d'affronter avec deux armées de façon frontale, comme ça se faisait à l'époque, les armées allemandes. Pourtant, il sait qu'il ne peut pas ne rien faire. Et sur la suggestion d'un de ses ministres, il décide de créer une guérilla. Une guérilla qui va mener des opérations, non pas de façon frontale, mais à l'intérieur des lignes ennemies. Il décide donc de former des gens à des actions de sabotage, de renseignement, dans les territoires européens occupés. Et pour ça, il se rend bien compte que lui-même a un nombre d'agents qui est très limité, parce que les Anglais, il faudrait avoir des Anglais, par exemple, pour la France, qui soient parfaitement francophones, mais qui en plus connaissent tous les us et coutumes de la France à ce moment-là, pour ne pas se faire piéger. Et donc, pour pallier à tout ça, il décide d'aller directement en France, de recruter des civils français, hommes, femmes, ouvriers, aristocrates, des gens de tous bords, de les emmener en Angleterre pour les former de façon très sommaire mais très, très efficace. Et après quelques mois, il les renvoie dans leur pays d'origine pour mener des opérations. Et ça parce que ces gens sont absolument invisibles, ils se fondent parmi les civils dont ils sont membres, de la population civile dont ils sont membres. Et c'est le SOE qui va notamment, en France, mener toutes les organisations, mener une grande partie des entraînements et des formations de réseaux de résistance qui vont énormément aider les armées alliées pendant le débarquement. Mais c'est aussi l'antenne norvégienne du SOE, par exemple, qui, en 1944, va localiser et neutraliser les stocks d'eau lourde que la Wehrmacht possède en Norvège et qui va empêcher l'armée allemande d'avoir accès à la bombe atomique juste avant le débarquement. Et donc le SOE a mené comme ça quelques actions dont on ne connaît pas grand-chose, mais qui ont été des moments majeurs pour la victoire des Alliés. Alors, une aventure véritablement extraordinaire. Vous dites que c'est une des plus grandes improvisations de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, parce que Churchill a dû aller très vite. Alors il a réquisitionné des manoirs, il a réquisitionné des militaires pour Parce qu'il n'y avait pas de entraîner. base pour ça. Il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de place, il y avait le danger aussi de mélanger ces agents secrets, qui étaient surtout des civils, de les mélanger avec des militaires. Il y avait le danger de parler. Il y avait le danger d'avoir des agents civils dont l'urgence du recrutement fait qu'il a recruté tout le monde et n'importe qui. C'est-à-dire il y avait des voyous, il y avait des gens qui étaient là sans savoir très bien pourquoi, il y avait des gens plus intelligents que d'autres, de toutes les classes possibles de la population française, puisque je parle de la France ici, mais aussi d'autres pays européens. Et il a fallu trouver très vite une organisation et une façon de gérer tous ces gens-là. Il a fallu trouver, par exemple, un moyen de parachuter ces gens en France. Ça, c'est incroyable parce qu'il fallait à peu près 1 an pour former quelqu'un au parachutisme, ou d'être capable d'être parachuté sans se blesser trop fort d'un avion sur le territoire français. Et ils décident, par exemple, puisqu'ils n'ont pas le temps de faire tout ça, il faut que ça aille très très vite, ils décident de monter un système où le parachute des gens est accroché à un filin et le parachute s'ouvre automatiquement une fois que le filin a été tiré et a atteint une hauteur de 100 mètres ou quelque chose comme ça. Du coup, ils n'ont qu'à apprendre aux gens à tomber, essayer de tomber au sol sans se casser une jambe, et le reste se fait tout seul. Donc ils vont imaginer des concepts comme ça pour accélérer tout le temps de préparation pour qu'ils puissent envoyer le plus vite possible des agents sur le sol français. Une formation accélérée, véritablement, et En d'agents quelques mois. secrets, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Et c'est pour ça que c'est une improvisation, parce que
non seulement la formation est improvisée, non seulement tout ça est fait dans des conditions parfois fantasques et amusantes et parfois graves, mais le personnel, si je puis dire, les membres de ce SOE sont des civils. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau parce que ce ne sont pas des militaires. Certains sont des militaires de carrière qui ont rejoint la résistance d'une façon ou d'une autre, mais d'autres sont de simples civils qui veulent participer à l'effort de guerre et qui, en quelques mois, passent du statut de civil français à, après un passage en Angleterre, à celui d'agent secret opérant en France pour le compte des Anglais. Alors avant d'être confronté à la guerre, ce qu'on voit bien, c'est que l'entraînement est difficile. L'entraînement est difficile, il se passe en 4 parties. Il y a un entraînement qui est à la fois difficile parce que il faut former ces gens à la rudesse de la guerre, et puis aussi difficile parce que ça va être un moyen d'évincer les futurs agents qui ne seraient pas capables de tenir le choc. Il y a le choc physique de la guerre, évidemment, savoir utiliser des armes, savoir se battre, mais il y a aussi le choc psychologique, ne pas céder Moral. sous la torture, le choc moral, la difficulté de savoir qu'on va retourner en France, mais qu'on ne peut pas recontacter sa famille parce que c'est trop dangereux. Et donc toutes ces questions-là sont mises en avant par les instructeurs, et puis les agents qui ne pourraient pas aller plus loin dans la sélection parce qu'on les jugerait inaptes, sont pour une partie enfermés quelque temps, justement pour être sûr que personne ne révèle le secret du SOE. Au total, ces services secrets ont regroupé combien de personnes? On le sait? De mémoire, oui, là je parle de mémoire, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est considérable. C'est considérable. Je ne veux pas me tromper, mais je crois avoir le souvenir de 35 000 personnes. Avec au début quelque chose de très limité à l'Europe, surtout à la France, et puis qui a grandi à toute l'Europe occupée, qui a rejoint ensuite et l'Égypte jusqu'à l'extrême-orient. On a eu des branches du SOE qui ont couvert quasiment toutes les parties du globe qui étaient en guerre à ce moment-là. Alors ces gens qui étaient formés en Grande-Bretagne ont ensuite formé les résistances locales. Oui, notamment en France, et c'est une partie de ça dont je parle dans le livre. Je parle beaucoup de la France ici, mais parce que mon livre se concentre sur les actions menées en France. Parce qu'il y a tellement à dire sur le SOE que j'ai dû choisir un angle de vue, et que le plus évident pour moi, parce que le plus proche de moi, c'était la France. Et donc c'est le SOE qui a entraîné, armé, aidé les réseaux français à s'épaissir, à recruter des gens, à être mieux formés, à avoir des armes. Et ça a soulevé la question, quand le livre est paru, des gens ont soulevé la question mais au fond, est-ce que les résistants auraient été moins héroïques que ce qu'on pense? Et je me rappelle, quand on m'a posé cette question-là, je me suis dit, mais pas du tout, jamais de la vie. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Pour moi, c'est simplement de rappeler un épisode historique très important, qui est que les résistants français ont tiré des balles, ont utilisé des armes qui étaient acheminées par les Anglais, où les résistants français ont pu se regrouper ensemble d'une telle façon ou d'une autre parce que les Anglais sont venus les aider à le faire. Mais ce sont les résistants français qui sont réunis comme ça, ce sont les résistants français qui ont utilisé ces balles, ce sont les résistants français qui se sont battus sur le territoire français. Donc ça n'enlève au contraire rien au mérite et à la gloire des résistants français. Alors d'accord, ça n'enlève rien, mais on va faire une parenthèse pour dire que De Gaulle n'a jamais vu d'un très bon œil cette organisation secrète. Et il est même allé plus loin. Oui, De Gaulle était très fâché contre Churchill, pour beaucoup de raisons. Mais De Gaulle était très fâché par l'existence... Il a toujours été fâché Il a toujours contre été fâché contre Churchill. Mais De Gaulle était furieux de l'existence du SOE parce que ça impliquait que des citoyens français, civils français, aient été recrutés en France, emmenés en Angleterre pour être formés par les services secrets anglais, puis ensuite renvoyés en France où ils ont mené des opérations militaires pour le compte des Anglais. Il le savait ou pas? Il l'a su à la fin de la guerre. Ah. Il l'a su à la fin de la guerre et il a trouvé qu'il serait de bon ton de fusiller tous ceux qui avaient fait partie du SOE. À ce point. Et au point que pour calmer les esprits, Churchill a décidé qu'on ne parlerait pas du SOE. Parce que le SOE, au fond, brisait un peu les règles de la guerre. Il brisait les règles de l'art de la guerre. Et Churchill a décidé qu'on ne parlerait jamais du SOE. Et il a mis en place, il a passé un accord avec de Gaulle, qui était le suivant, pour les citoyens français ayant été membres du SOE, la possibilité soit de se réinsérer dans la vie civile et de ne pas parler du SOE, soit de rejoindre l'armée française à un grade similaire à celui obtenu au sein du SOE. Ce qui fait que votre livre, d'une certaine façon, c'est une première, parce qu'il y a très peu de livres sur le SOE en France. Alors, ce n'est pas une première, Non, mais il y a très peu de livres. Je crois, il me semble que c'est le premier roman qui raconte l'histoire du SOE.
Il y a d'autres romans qui le mentionnent, mais je crois que c'est un des premiers romans qui est centralisé ou qui se base sur l'histoire du SOE. Il y a quelques livres très importants, livres d'histoire très importants. Il y a le récit de Bob Maloubier, il y a le récit traduit en français de Michael Foot. Il y a eu entre-temps quelques autres livres, dont La vie de Violette Sabot, qui a été membre du SOE. Enfin, du temps du général de Gaulle, les livres qui étaient consacrés au SEE n'étaient pas bien vus. Alors le livre, la Bible, la référence sur le SOE écrite par Michael Foot dans les années 60, parce qu'il faut savoir que les Anglais dans les années 60 ont été un peu agacés par les Français qui disaient on a gagné, c'est nous qui avons gagné. Du coup, les Anglais ont ouvert leurs archives au professeur Foot en lui demandant de faire un livre sur le SOE, pour que quelqu'un raconte la vraie histoire du SOE. Et puis le professeur Foot a fait ça, et puis le livre a été un tel scandale qu'il a été interdit de publication en France jusque dans les années 2000. Quel est aujourd'hui le statut de ces gens qui ont appartenu au SOE? On en parle très peu. On en parle très très peu. Il y a quelques témoignages. Il y a une plaque sur Baker Street à Londres où étaient les quartiers généraux du SOE. J'avais à l'époque, quand le livre est paru il y a 3 ans, j'avais eu une lecture du livre par Jean-Louis Crémieux-Briac qui m'avait dit c'est ça, c'est bien. Et j'avais été très heureux qu'il lise ce livre et qu'il donne son accord, sa caution. Parce que je me suis dit, à l'époque, quand j'ai écrit ce livre, j'avais 23 ans. Et je me suis dit, c'est compliqué d'écrire un livre comme ça à 23 ans sur une guerre que je n'ai pas connue, que je n'ai pas vécue. Et j'avais pourtant très envie de le faire parce que j'avais très envie de raconter cette histoire. Et je trouvais que c'était important, peut-être qu'un jeune raconte l'histoire de jeunes qui ont été pendant la guerre des résistants et des héros de la guerre. Et j'ai été très, très heureux de la lecture de Jean-Louis Crémieux-Briac et très heureux qu'il donne sa caution au livre. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre historique, les faits sont là, l'histoire est vraie, tout est vrai. Absolument. À quelque chose près, puisque c'est une. Alors, mais ce que je vais dire, c'est que c'est un roman, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est un roman historique, c'est-à-dire que les personnages dans le livre sont des personnages de fiction pure. Ils n'existent que par ma plume. Tous les faits liés au SOE, les entraînements, les opérations, les victoires du SOE, le rôle du SOE, l'organisation du SOE que je raconte dans le livre sont des faits vrais. Et en fait, j'ai justement choisi un panel d'une dizaine de personnages fictifs pour pouvoir raconter toute l'histoire du SOE, parce que si j'avais choisi que l'histoire d'une seule personne, j'aurais pu raconter qu'une petite partie du SOE. Alors, on va suivre un groupe d'une petite dizaine de personnes qui viennent de tout milieu, extrêmement différents. Et il y a une femme aussi qui fait partie, parce qu'il y a eu des femmes dans le SOE. Oui, il y a eu des femmes. Ils ont ouvert la voie à tout civil volontaire, ce qui fait qu'il y a eu un mélange homme-femme. Et beaucoup de femmes ont participé au SOE et beaucoup d'entre elles ont payé, comme des hommes, mais beaucoup d'entre elles ont payé de leur vie leur participation au SOE. Ils avaient tous des personnalités très diverses, hein, que ce soit Paul-Émile, que ce soit le Gros, hein, celui qu'on appelle le Gros, bon, Laura, que je viens d'évoquer rapidement, puisque elle, c'est une femme, tous très différents, mais ils forment une famille au bout d'un certain temps. Oui, alors je raconte l'histoire de 10 caractères, de 10 personnages qui sont 10 caractères très différents, parce que j'avais envie de raconter aussi à quel point le SOE était un mélange de personnalité et de genre et d'humeur. Et puis au fond, ce qui me plaisait, c'est que dans l'aventure du SOE, peu importe qui vous étiez, homme, femme, riche, pauvre, militaire ou pas, à la fin, vous étiez un membre du SOE qui combattait contre les nazis. Et c'est ça qui se passe, c'est que tous ces gens très différents qui auraient probablement jamais dû se rencontrer sont unis ensemble par la guerre. C'est aussi donc un livre sur la guerre, mais sur un groupe, et on peut voir comme dans un moment difficile, un moment tragique peut finalement rassembler les êtres. Oui, parce que ce sont au fond des liens qui vont plus loin que la vie. Ce serait banal de dire que c'est la mort, mais ce sont des liens, ils sont unis par une cause. Ils sont unis aussi parce qu'ils se retrouvent à faire la guerre sans savoir très bien pourquoi. Donc ils sont unis par cette volonté. Ils ne sont pas unis parce qu'ils ont une carrière militaire ou ils ont une attirance pour l'armée ou des choses comme ça. Ils sont unis parce qu'ils se retrouvent au fond à faire la guerre, parce qu'ils se disent « si ce n'est pas nous, qui est-ce que ce sera ?» Qui est d'autre que nous, aujourd'hui, prendrait les armes pour défendre cette liberté qui est indispensable? Qui d'autre que nous va se lever pour défendre l'Europe contre les nazis?
Et c'est ça qui les unit. Les ennemis peuvent mourir, écrivez-vous en substance, mais pas la haine. Et oui, parce qu'il y a aussi toute la question de la guerre juste qui est mise en doute dans la question où, au fond, une guerre reste une guerre, où la guerre, même si elle est nécessaire et juste, reste un crime. Et qu'il y a évidemment la nécessité d'une guerre, comme on dit, indispensable, qui est de se battre, dans le livre en l'occurrence, c'est contre les nazis, pour vaincre les nazis. Mais on peut vaincre les nazis, mais ce qu'il faut vaincre ensuite, c'est la haine de l'autre. Et il y a une partie de ce livre qui parle aussi de ça, qui est d'aller au-delà de la guerre. Et dans, au fond, la création de la société, qui est une société qui doit se respecter. J'ai une dernière question à vous poser, Joël Dicker. Alors, il y a eu l'affaire, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, prix Goncourt, alors, prix de la vocation, grand prix du roman de l'Académie française, prix Goncourt des lycéens. Et puis, alors ça, c'était votre deuxième livre. Le premier, c'est celui dont on parle là en ce moment, Les derniers jours de nos pères, qui vient donc d'être réédité en livre de poche. Euh, les thèmes semblent très différents les uns des autres. D'un côté, on a un livre qui se présente comme une recherche sur la littérature et en même temps une sorte de polar, si Mhm. je peux dire. Et puis, d'un autre côté, là, un roman historique. Alors, est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre ces deux livres? Oui, il y en a. Il y en a en tout cas deux. Le premier, c'est peut-être la recherche du sens de la vie, ou de façon très différente dans l'un ou dans l'autre, parce que dans les derniers jours de nos pères, le sens de la vie, c'est la défense de l'humanité face aux nazis, alors que dans l'affaire Harry Kéber, c'est un écrivain qui se cherche un peu. Donc on peut difficilement les comparer, mais il y a là une jeunesse qui se cherche, dans l'un comme dans l'autre. Mais l'un se passe en 1940 et l'autre se passe en 2008. Il y a aussi le thème de la solitude qui est assez marqué, de gens souvent seuls qui convergent ensemble. Et je crois, en tout cas, de ce que je peux en dire aujourd'hui, je crois que ce sont là deux liens que je découvre aujourd'hui en reprenant ces deux livres qui les lient ensemble. Et je serais curieux de voir dans des prochains romans ce qui reste justement de ce fil rouge. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous travaillez sur un nouveau livre? Oui, je suis en train d'écrire un nouveau livre et ça avance bien. Et je ne suis pas encore complètement sûr de où je vais, mais on verra bien. Mais vous aimez bien, je sais que vous êtes rarement content de vous, donc Vous connaissez bien. vous jetez beaucoup de feuillets. Je jette beaucoup de feuillets, mais pas d'une façon négative. J'aime bien jeter. Quand on enlève, quand on coupe, quand on enlève des feuillets, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je le vois plutôt positivement. Françoise Sagan me disait toujours qu'elle jetait les 100 premières pages. C'est- Est-ce que c'est ce que vous Si faites? c'est pas plus. Si c'est pas plus. Merci beaucoup, Joël Dicker. Alors, je Merci rappelle beaucoup. le titre de ce livre, Les derniers jours de nos pères. Alors, édition de Fallois, format de poche, qu'on peut évidemment se procurer puisque c'est une sortie là ces jours-ci. Et puis, évidemment, l'autre édition, édition brochée, édition luxueuse. La voici, très très belle couverture dans les deux cas de figure d'ailleurs, très différente. Ça, c'est l'édition brochée. Les derniers jours de nos pères, donc le grand livre qui vous avait déjà mis sous les feux de l'actualité. Merci beaucoup, Joël Dicker. Merci beaucoup, Philippe.